Bonsoir Darius Rochebin. Vous êtes, monsieur le Premier secrétaire du Parti Socialiste, évidemment un acteur clé des heures que nous allons vivre maintenant. Quelle recomposition possible avec Jérôme Jaffray. Bonsoir Jérôme Jaffray. Bonsoir. Politologue, chercheur associé au CEVIPOF, directeur du CECOP. Merci beaucoup à vous d'être là. D'abord vous, évidemment, Olivier Faure. Il faut rappeler la circonstance. Le président de la République, en quelque sorte, repris la main. Il y a eu ce déjeuner avec les responsables de son socle commun. Emmanuel Macron, sont les informations de TF1 et de LCI, a appelé les dirigeants du socle commun à travailler avec le Parti Socialiste et tout le monde, sauf LFI et le RN. Première question toute simple, comment est-ce que vous entendez l'écho de cette déclaration ? Bon, j'ai cru lire par ceux qui ont recueilli auprès des participants que le président avait appelé effectivement à ce qu'on explore toutes les situations et visiblement appelé à ce que le Parti Socialiste fasse partie des solutions, nous demandant de faire la démonstration que nous pouvions être un élément de stabilité. Et ce que ce soir je veux lui dire, c'est que le meilleur élément de stabilité, c'est encore de gouverner dans la justice. C'est le meilleur argument que l'on puisse offrir aujourd'hui. Ce qui crée l'instabilité, c'est le sentiment d'injustice profond né en fait de ce projet de budget que François Bayrou a proposé le 15 juillet. Est-ce que vous avez eu un contact avec Emmanuel Macron ? Non. Indirect ? Non, il n'y a pas de contact pris avec lui. Il y a des gens qui parlent, qui cherchent à savoir quel est notre état d'esprit. J'essaie d'expliquer ce que nous voulons faire et quelles sont les conditions à partir desquelles nous pourrions redonner un peu de couleur à notre pays. Parce que la réalité, c'est qu'on a le sentiment qu'on s'enfonce dans une forme de dépression et ce n'est pas une bonne nouvelle pour le pays. Monsieur le Premier secrétaire, vous dites avec un demi-sourire, il y a des gens qui parlent, on sait comment ça se passe. Évidemment, quand même, il y a entre les socialistes et le président de la République forcément certains ponts. Est-ce que cette ligne de contact peut aller plus loin ? Mais moi, je suis à la disposition, évidemment, du chef de l'État à tout moment pour discuter des conditions dans lesquelles nous pourrions effectivement occuper les places gouvernementales qui sont aujourd'hui occupées par la majorité relative de François Bayrou, bien sûr. Mais nous avons toujours été au rendez-vous à chaque fois que nous avons été invités à discuter de ce qu'était l'avenir du pays. Nous n'avons jamais refusé une discussion. Ce que nous avons constaté malheureusement, c'est que après avoir pourtant fait l'effort d'une discussion, de trouver des compromis avec le gouvernement actuel, nous n'avons pas été payés de retour et malheureusement, la réalité, c'est que François Bayrou a rompu toute forme de dialogue avec qui que ce soit. Mais nous avons toujours été là pour chercher des solutions pour le pays parce que nous savons que malheureusement, une dissolution, une démission ne crée pas forcément les conditions d'une stabilité et ni même une garantie pour celles et ceux qui aujourd'hui souffrent de trouver là demain un avenir radieux. Le Premier ministre était l'invité des 4 chaînes d'information, dont la nôtre. Dimanche, il a parlé de vous en termes assez durs, disons. Hein. C'était pas extrêmement chaleureux. En gros, son message, c'était Monsieur Faure veut ma place. Je crois que François Bayrou cherche à le placer sur un terrain personnel. S'il veut mon point de vue, moi je suis partisan que qui que ce soit qui partage le projet que nous avons présenté le week-end dernier, eh bien, elle sera le bienvenu. C'est ce que j'ai dit à tous mes camarades. Je leur ai dit, si l'un d'entre vous a son téléphone qui sonne et que c'est le président de la République, d'abord il décroche et ensuite si le président lui propose d'être Premier ministre, il répond oui. Je ne peux pas vous dire mieux. Moi, je ne suis pas en train de rechercher une place, un poste, une fonction. Chacun sait la difficulté qu'il y a à aller aujourd'hui à Matignon. Le Premier ministre actuel avait parlé d'Himalaya. Je ne sais pas si c'est un là qu'il faut en parler, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas forcément une sinécure. Et donc, la réalité, c'est que ce que je veux, moi, c'est qu'on puisse avancer. Et l'immense avantage de ce que nous proposons, c'est que nous avons une trajectoire qui permet de réduire la dette, parce que la dette, c'est bien sûr c'est des intérêts à payer, des politiques publiques qu'on ne peut pas conduire, donc effectivement, il faut la réduire. Mais à un rythme qui n'est pas celui que veut imposer François Bayrou. Et surtout, nous la réduisons en ne prélevant pas sur les mêmes. Là où François Bayrou prélève sur les malades, sur les chômeurs, sur les travailleurs, sur les retraités, sur les jeunes, nous faisons en sorte que ce soit d'abord les grandes fortunes qui payent. Et surtout, ce que nous faisons de mieux encore, c'est que nous relançons l'activité parce qu'il faut aussi recréer les conditions, en fait, d'un pays qui tourne. On va revenir à vous et à la suite et à ce qui est en train de se passer, puisque visiblement les choses bougent et il y a beaucoup de déclarations là que nous allons suivre ensemble qui montrent que les positions sont en train de bouger. Jérôme Jaffray, qu'est-ce qui est en train de se passer en coulisses ? Évidemment, en général, on dit ceux qui savent ne parlent pas, ceux qui parlent ne savent pas. Mais vous savez. Et vous parlez. Mon avantage, c'est que j'essaye de deviner.
Je ne vais pas plus loin. Ce qui est vrai, si vous voulez, c'est que j'aurais aimé être petite souris à ce déjeuner du président Macron avec les 4 principaux dirigeants de son camp et de l'LR présents. Bruno Retailleau était présent à ce déjeuner. C'est extrêmement intéressant. Et au fond, ce qu'essaye de bâtir Emmanuel Macron, me semble-t-il, c'est un front de la stabilité politique. Un front de la stabilité politique, cherchant évidemment à inclure le Parti socialiste et le groupe Lyot pour que ce front soit assez large, car sinon, c'est la demande à minima de la dissolution et à maxima de la démission immédiate du président de la République ou d'une démission qui suivrait dans la foulée d'une dissolution qui à nouveau aboutirait à un blocage. Donc on voit bien que réellement il y a un resserrement extrêmement fort. Ce qui me frappe aussi, c'est combien le Parti socialiste a bougé. Et ce que vient de dire Olivier Faure le montre, le Parti socialiste est conscient de cette situation. Est-ce que c'est au nom de la stabilité politique? Et à ce moment-là, est-ce que c'est un élément essentiel? Éviter qu'on aille aux urnes dans des conditions qui ne permettraient pas ni au peuple français de s'exprimer dans de bonnes conditions, ni de pouvoir dégager une majorité pour porter un projet politique. Est-ce que c'est ce sens-là? Mais on voit bien aussi que le Parti socialiste se place dans une situation extrêmement difficile, car la France insoumise ne lui passera rien. On entendra toutes les voix ce soir. Et donc déjà, on peut penser, et Mathilde Panot l'a déjà dit, que la France insoumise ne passera rien au Parti socialiste dès lors que le Parti socialiste entrera en discussion avec Emmanuel Macron. Laissons-le répondre. Monsieur le Premier secrétaire, répondez par anticipation. Vous les connaissez, ceux qui vont dire sociotraîtres, vendus, sauveteurs de Macron, etc. Répondez-leur par anticipation, vous êtes là. Je parle devant Jérôme Jaffray, qui est un grand expert électoral. La réalité, c'est que, on le voit bien avec les premiers sondages publiés, c'est que si demain il y avait une dissolution, il y aurait vraisemblablement une assemblée qui bougerait quelque peu dans ses équilibres, mais pour l'essentiel, ne trouverait pas une solution puisqu'il n'y a pas de majorité absolue pour quiconque. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que plutôt que de perdre du temps et de reconvoquer les Françaises et les Français sans permettre une solution, il faut justement maintenant permettre de vrais changements. Et moi, ce que je propose, ça n'est pas de faire la politique d'Emmanuel Macron. Ce que je propose, c'est de venir à l'Assemblée avec une politique de gauche, mais ensuite laisser le jeu parlementaire s'exercer, parce qu'aujourd'hui, ce dont on souffre, c'est aussi d'un déni démocratique. On a en fait des Français qui s'expriment par les manifestations, par les gilets jaunes, puis par le vote à plusieurs reprises, et qui ont le sentiment de ne pas être entendus. Mais ils ont décidé d'une assemblée qui a les caractéristiques qu'on lui connaît. Moi, ce que je souhaite, c'est que le Premier ministre qui viendra après François Bayrou, eh bien, accepte l'idée qu'il y a un débat parlementaire et que c'est au Parlement que se nouent et se dénouent les accords, les désaccords, et que c'est là que nous pouvons avancer. Et je crois que cette possibilité, elle existe. Olivier Faure, vous ouvrez la porte à ce dont on va parler dans quelques instants après cette courte interruption. Vous dites là, les possibilités existent, un débat parlementaire. En quels termes pour tel remaniement éventuel? Quel nouveau gouvernement ou un gouvernement avec vous, Premier ministre, avec François Bayrou, Premier ministre? On va explorer les possibilités et évidemment ce que ça signifierait en termes de programme et d'action. A tout de suite. Bonsoir ou rebonsoir, l'événement politique s'écrit sous nos yeux. Avec vous, Olivier Faure, vous en êtes un acteur principal, avec Jérôme Jaffray qui le commentera, politologue, chercheur associé au CEVIPOF. On comprend ce soir que c'est en train de se passer. Emmanuel Macron lui-même a pris la main, il appelle les dirigeants de son socle commun à travailler avec vous, le Parti socialiste notamment, mais en particulier avec vous. Vous nous disiez tout à l'heure, les possibilités sont ouvertes, c'est un cap extrêmement important. On va parler du fond et de la forme, évidemment, de ce que serait un gouvernement élargi. D'abord peut-être du fond, puisque c'est l'essentiel. Quels sont les acquis sociaux, disons? Quels sont les progrès, notamment en fiscalité plus égalitaire? Vous dites c'est le cœur de votre programme qui pourrait être négociable avec Emmanuel Macron. Non, ce que nous disons, nous, aujourd'hui, je ne parle pas de négociation. Moi, je dis ce que nous portons et ce que nous voulons. Il y a une taxe Zuckman qui a été votée il y a quelques mois à l'Assemblée, portée initialement par toute la gauche, mais là, cette fois-ci, c'est une proposition de loi écologiste. Ça veut dire 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions. Absolument. Aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, pour le commun des mortels, quand nous travaillons sur 100 € que nous gagnons, il y a 50 € qui partent en gros dans la protection sociale, la TVA, l'impôt sur le revenu, etc. Pour ce qui est des ultra-riches, c'est aujourd'hui 27%. Et donc cette taxe Zuckman, elle permet en réalité
en appréhendant non pas seulement leurs revenus, qu'ils camouflent en réalité dans leurs entreprises, eh bien, de revenir à un niveau égalitaire qui permettrait en réalité de satisfaire ce principe constitutionnel qui est celui de l'égalité devant l'impôt, ce qui n'est aujourd'hui pas respecté, puisque plus vous êtes riche, moins vous payez proportionnellement à vos revenus. Est-ce que ça pourrait cimenter une union si, en sortant de ce studio, Emmanuel Macron, le président de la République, vous appelle sur votre téléphone portable en disant « Parlons de ça, et chacun fait un chemin ». Est-ce que c'est le début de quelque chose ? Mais moi, je ne veux rien ici annoncer. Ce que je veux, c'est qu'on comprenne que nous avons proposé un projet qui a son équilibre. C'est-à-dire que nous voulons à la fois un projet qui soit plus juste, qui ne repose pas sur les classes moyennes et les classes populaires, que nous puissions au contraire prélever sur ceux qui en ont des moyens, et que nous puissions non seulement réduire notre endettement, réduire notre déficit, mais aussi relancer l'activité et même faire gagner du pouvoir d'achat aux Françaises et aux Français. Ce que nous proposons, c'est qu'il y ait même 6 milliards qui soient redistribués. Alors je ne rentre pas dans les détails, c'est à partir de la CSG, mais qui permettrait, et c'est pas rien, de faire en sorte qu'une maman qui élève seule ses enfants, eh bien, chaque année, elle gagne 900 € supplémentaires. Pour un couple qui serait à 1 920 € par individu, eh bien, c'est 1 500 € de plus par an. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut en réalité avoir une trajectoire qui n'est pas une trajectoire que nous avons inventée. C'est celle que l'OFCE proposait pour ne pas avoir une récession dans le pays. On ne veut pas aggraver la situation économique du pays. Et donc, nous avons là un équilibre d'ensemble qui a ce mérite-là. À la fois, c'est juste, à la fois, ça permet de se désendetter, et en même temps, ça permet de relancer l'activité et de faire gagner du pouvoir d'achat aux Français. Monsieur le Premier secrétaire, là, vous êtes évidemment dans votre rôle de parti socialiste, de peser pour une politique plus sociale. On sait bien, et sans ironiser du tout sur les marchandages de ministères, il faut des ministres pour porter cela. Si demain, des ministres socialistes pouvaient entrer dans un gouvernement avec des macronistes et d'autres, est-ce que cette porte-là est ouverte ? Moi, je ne veux pas de confusion. Je ne veux pas, demain, un gouvernement qui serait en même temps de droite et de gauche. Je veux un gouvernement de gauche qui ensuite vient devant une assemblée qui n'est pas exclusivement de gauche, où personne n'a de majorité absolue, et où nous chercherons projet par projet des majorités. Peut-être serons-nous battus, vraisemblablement, sur un certain nombre de points, mais il y a aussi un certain nombre de points que nous pourrons passer. Et par rapport à ceux qui sont toujours dans le maximalisme et qui disent « demain, il fera plus beau », moi, ce que je dis, c'est que les gens, ils ont besoin aujourd'hui, de savoir que leur avenir va commencer à s'écrire. Parce que je vois trop de gens qui ont aujourd'hui des problèmes pour remplir leur caddie. Je vois cette semaine encore, dans cette rentrée, le nombre de classes où il manque un enseignant, où les élèves sont dans des classes surchargées. Bref, c'est tout ça qu'il faut régler maintenant. Mais pardon, pas attendre soyons l'année francs. prochaine ou l'année suivante. Est-ce que ça veut dire que vous excluez le remaniement, comme certains l'imaginent, ou à côté de François Bayrou ou d'un autre Premier ministre, il y aurait quelques grands ministères socialistes, un gouvernement d'union ? Non, je ne crois pas. Moi, ce qui me guide... Non, vous l'excluez en fait. Oui, je l'exclus. Oui. Je l'exclus, parce que ce que je souhaite, ça n'est pas de faire semblant d'être d'accord avec tout le monde. Ça n'est pas le cas. Et chacun a un point de vue et qui est parfaitement légitime. Moi, je ne demande à personne de devenir socialiste. Ce que je dis simplement, c'est que nous irons devant le Parlement et que nous jouerons le jeu de la démocratie. Les Français ont fait un choix il y a 1 an. Il est vraisemblable que s'ils devaient recommencer, ils feraient un choix approximativement identique. Et donc, il faut faire avec l'Assemblée dont nous disposons et donc chercher à bâtir, effectivement, texte après texte, des avancées, immédiates. Vous dites l'Assemblée dont nous disposons. Là, je fais appel, si vous le permettez, à Jérôme Jaffray. Quand on regarde l'Assemblée telle qu'elle est, l'hémicycle tel qu'il est, si demain, après un vote de confiance où tomberait le gouvernement Bayrou, regarde, on la voit là. Si demain, Emmanuel Macron appelle Olivier Faure en disant « Allez-y, essayez de former un gouvernement », qu'est-ce qui peut tenir en regardant cet hémicycle-là ? Écoutez, c'est irréaliste politiquement et arithmétiquement. Mais c'est un pas extrêmement important dans le jeu politique que le Parti socialiste se déclare prêt, Emmanuel Macron étant président et dans cette Assemblée, à gouverner le pays. Et ça accentue la rupture avec la France insoumise, rupture idéologique, rupture politique, car là, on est à dire, on essaiera d'avancer au maximum sur les textes en essayant de trouver des accords, mais quand je dis que c'est irréaliste, il y a 66 députés socialistes dans une assemblée de 577. On les voit ici, 66 en rouge. Oui, alors ça fait 11% de l'Assemblée. Pour faire passer les textes dont parle Olivier Faure, sans utiliser le 49.3, c'est l'engagement qu'il prend, également décisif par rapport à la Ve République, par rapport à l'avancée vers une démocratie parlementaire et
au changement radical par rapport à la démocratie présidentielle gaulliste de la 5e, tout ça, le projet socialiste avance vers la République parlementaire et vers également rechercher des accords texte par texte. Mais là, il faudrait trouver le soutien en gros de 200 députés de l'Assemblée pour faire passer les textes à partir de 66 députés socialistes. 200 députés. Alors, pensons que les écologistes et les communistes accepteraient de voter ces textes, surtout ceux qu'indique Olivier Faure, bien sûr. Nous sommes voilà déjà à 115, mais il faut trouver encore au moins 150 députés. Et LFI peut-il s'abstenir ? Alors, LFI peut éventuellement s'abstenir, mais à la moindre occasion, LFI dira qu'il participe à une censure, car les socialistes se compromettent avec la droite. On peut déjà bâtir le discours. Olivier en d'autres termes, très vite, vous êtes dans une situation, me semble-t-il, Olivier Faure, où le socialiste ou la socialiste qui serait Premier ministre dans le schéma que vous dites, la personne qui aurait répondu au téléphone d'Emmanuel Macron en le décrochant presque par hasard et en récupérant Matignon de façon totalement inespérée, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Je pense quand même qu'il appellerait soit Olivier Faure, soit Boris Vallaud dans la logique des choses. Il me semble que c'est le plus probable. Mais le Premier ministre socialiste devrait très vite constater qu'il n'a pas la base politique suffisante pour faire voter les textes. En d'autres termes, ce que vous avez dit texte par texte, est-ce que ça vaudrait pour un Premier ministre issu par exemple du bloc central, qui serait nommé par Emmanuel Macron le 9 ou le 10 septembre, derrière la chute de François Bayrou, sur les textes où vous estimez que c'est une avancée pas aussi forte que celle que vous proposez, bien sûr, un pas en avant dans cette direction. Et est-ce que ça s'applique au budget ? Est-ce que vous considérez que s'il y a des concessions sur le budget, dans le sens, par exemple, de l'interview d'Amélie de Montchalin dans Le Monde de ce soir, qui est un virage à gauche, comme j'en ai rarement vu dans ma vie, je dois dire, aussi vite de la part de quelqu'un qui était quand même de droite dure il y a quelques années, est-ce que à ce moment-là, vous considéreriez qu'on peut voter, on peut laisser passer le budget s'il y a le 49.3, parce qu'eux le garderont le 49.3, ou faire passer des textes, même s'ils ne vont pas aussi loin que vous voulez, mais si c'est un pas en avant? Bon, Jérôme Lafrey, je vous réponds d'abord. Vous voyez bien que, visiblement, il y a des gens qui sont en train de prendre des virages. Ça prouve qu'on est déjà convaincant. Il suffit qu'on énonce qu'il y a une autre possibilité de passage pour le budget, pour que tout le monde s'interroge et se dise, mais finalement, c'est pas Bayrou ou le chaos, il y a d'autres propositions qui existent et qui méritent d'être étudiées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en réalité, je ne pars pas avec 66 députés. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels il y a 192 députés de gauche qui voteront la même chose. Déjà, c'est une base. LFI, mais bien sûr, mais vous imaginez que, pas toujours, mais vous imaginez que LFI vote contre la taxe Zuckman? Vous pensez que LFI pourrait voter le budget? Mais on s'est retrouvé dans une situation... Vous pensez que LFI pourrait voter le budget proposé par un Premier ministre socialiste et qui trouve le soutien d'une partie des macronistes? Vous pensez sérieusement que LFI pourrait refuser un budget dans lequel on a permis à des Français de gagner du pouvoir d'achat, où on a installé la taxe Zuckman, où on a fait en sorte que toutes les avanies qui risquaient de s'abattre sur les Françaises et les Français ont été évitées, et où on a réussi à relancer l'investissement? Vous pensez sérieusement que quelqu'un de gauche peut aujourd'hui s'y opposer? Olivier Faure, est-ce que ça veut dire, ça veut dire que vous croyez dans la survie, dans la vie et la survie d'un gouvernement à majorité socialiste, guidé par les socialistes, avec une majorité relative? C'est faisable selon vous? Mais moi, je crois minorité aujourd'hui, une minorité. Moi, je crois aujourd'hui que de toute façon, que vous ayez 200 députés ou 66 ou 120 si vous prenez les écologistes et les communistes, eh bien, vous n'avez de toute façon aucun ensemble politique en mesure de trouver une majorité absolue. Et qu'il vous en manque 5, qu'il vous en manque 100, c'est la même chose. Le problème, c'est d'arriver à convaincre. Et ce que je vois, c'est que sur un certain nombre de textes, nous avons réussi à avancer sur les aides médicaux, sur la taxe Zuckman, sur toute une série de points sur lesquels nous avons réussi à convaincre. Et moi, ce que je crois, c'est que de toute façon, il ne faut pas simplement entrer dans une forme de huis clos à l'Assemblée. Il faut aussi avoir un dialogue qui se dirige vers les Français eux-mêmes, vers leurs organisations, que nous puissions avoir un débat qui soit plus large. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais bien aussi que la pression, elle doit venir aussi de l'extérieur. Il y a des gens, des syndicats, il y a des organisations non gouvernementales, il y a toute une série d'associations qui ont aussi un poids. Quand j'entends, moi,
que les associations des petits frères des pauvres jusqu'à l'UNIOPS, ceux qui s'occupent de l'aide sociale aujourd'hui et qui tirent la sonnette d'alarme et qui disent, vous vous rendez compte, il y a aujourd'hui, record absolu, 15% des Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est 12 millions de personnes, outre-mer compris, qui vivent sous le seuil de pauvreté. Monsieur le Premier secrétaire. Je pense qu'aujourd'hui, peut être... Alors j'entends bien Laurent Wauquiez et les autres qui disent il va falloir se battre contre l'assistanat. Mais enfin, franchement, de qui se moque-t-on? Olivier Faure. Des gens qui sont aujourd'hui à la rue et on voudrait encore prélever sur eux et ne pas toucher aux grandes fortunes. Faure, les équations politiques pour rendre possible tout ce que vous dites, c'est pas de la tambouille politique, ce sont des questions qui se poseront. Alors évidemment, avant de négocier, on ne peut jamais dévoiler toutes ces batteries, mais est-ce que oui ou non, pour vous, il est possible qu'il y ait un gouvernement d'union jusqu'au LR, ou est-ce que ça, vous l'excluez? Non, mais cette idée que nous pourrions aller du PS ou des écologistes jusqu'à Bruno Retailleau, c'est absolument exclu. Alors sans aller jusqu'à Bruno Retailleau, il n'y a pas que Bruno Retailleau dans la vie. Est-ce que c'est imaginable? LR, il me semble. Donc en fait, moi j'essaie de me conformer aux votes qui sont produits dans cette organisation. Non, ça n'est pas possible. Mais il faut qu'on se comprenne. C'est que moi je ne veux pas de confusion. Je ne veux absolument pas que l'on puisse dire que c'est un gouvernement qui représenterait une espèce d'élite autoproclamée. En clair, soyons clairs. Est-ce que ça veut dire que le Premier ministre, pour vous, doit être à ce moment-là socialiste? Il peut être socialiste, écologiste, communiste, ça me va, il n'y a pas de problème. Ce que je dis simplement, c'est qu'il faut qu'il y ait un Premier ministre de gauche, avec un gouvernement de gauche, et donc qui ne cherche pas à faire semblant d'être autre chose que ce qu'il est, et qui vient devant le Parlement avec ses propositions. Et là, nous verrons ce qui passe et ce qui ne passe pas. Un mot encore, avant de passer à la suite, et c'est un grand débat qu'on va ouvrir dans quelques instants avec Prisca Thévenot, Jean-Philippe Tanguy, avec François Langlais, à la fois sur la politique et l'économie. Il y aura beaucoup d'échos de ce que vous venez de nous déclarer. Il y a des signes sur la gauche. Le président de la République vous en donne, et le gouvernement donne certains signes sur la droite. C'est tombé il y a quelques minutes seulement. Le gouvernement va restreindre la prise en charge des soins pour les étrangers dans le cadre de l'AME. Réaction à ça? Mais je le craignais. C'est bien ce que je craignais aussi, c'est que François Bayrou, cherchant à sauver sa tête à tout prix, devant vous, l'autre soir, quand vous l'avez interrogé, lui, le grand Européen de tous les temps, etc., lui, l'héritier de la démocratie chrétienne, etc., qui dit qu'il est prêt à réduire la contribution de la France à l'Union européenne. Et ensuite, quand il est interrogé sur la deuxième demande de Marine Le Pen, c'est-à-dire revenir sur ce qu'elle appelle des avantages indus versés aux étrangers, l'aide médicale d'État, dont tous les soignants nous disent que ce serait un scandale médical, moral et même financier que de la baisser aujourd'hui. Donc on voit bien que les clins d'œil, c'est comme à chaque fois. C'est-à-dire que la droite préfère toujours faire des clins d'œil à l'extrême droite plutôt que de chercher une solution qui serait celle de cohabiter avec la gauche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va avancer. Je vous le disais, grand débat. Petite question très technique. Est-ce que dans la liste de vos contacts, dans votre iPhone, je ne sais pas quel appareil vous avez, il y a Emmanuel Macron? Oui, il y a Emmanuel Macron parce qu'on s'est déjà parlé, bien sûr, on se connaît. Et on verra quel message vous lui envoyez et lui vous envoie. Merci beaucoup Olivier Faure, et dans quelques instants, donc